Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier, à commencer par celle que j'ai tirée de ma pile à lire. Le premier roman que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Calendar Girl, le premier tome janvier de Audrey Carlan. Il s'agit du premier tome d'une série en 12 tomes qui sont répartis sur les 12 mois de l'année, dans lesquels on va suivre Mia qui est une escort girl et donc on va la suivre à travers son évolution au fil de ces 12 mois avec ses 12 clients. Si elle est escort girl, c'est pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir rembourser les dettes de son père. J'avais très peur de pas aimer le personnage féminin au début de l'histoire, et en fait, après les quelques premières pages, ça va quand même assez mieux. Le personnage de la meilleure amie m'a carrément dégoûtée. Je trouve que ma salope ou ma pute, ce ne sont pas des termes qu'on emploie même quand on s'adresse à sa meilleure amie. Heureusement, elle disparaît très vite du tableau. C'est un roman qui est très court, donc l'auteur ne s'encombre pas de tergiversations inutiles et elle va vraiment à l'essentiel. J'ai réussi à beaucoup aimer Mia et particulièrement la famille Channing qui va l'accueillir et encore plus particulièrement Weston, dit Wes, qui est donc son client. Je trouve que la façon dont ils l'accueillent, c'est presque familial alors qu'ils savent très bien qu'elle est escorte et ils savent très bien qu'elle est dans leur vie pour une période limitée. J'avais un peu peur de devoir quitter Weston et de pas apprécier le fait que Mia rencontre un autre client à la fin de ce tome ou bien au début du tome précédent. Ça a été le cas, j'ai été un peu déçue de le quitter, mais l'auteur a quand même réussi à me donner envie de lire la suite. J'ai ensuite lu Hamlet de William Shakespeare. On va rencontrer ici Hamlet qui est le fils du roi et de la reine. Son père est décédé il y a quelques temps, on pense que c'est un accident ou une mort naturelle, jusqu'au jour où le fantôme de son père va arriver pour lui dire, pour le prévenir qu'en fait c'était pas du tout un accident mais qu'il a été assassiné par son propre frère qui a pris sa place sur le trône et qui a épousé sa femme. L'histoire est sympa, mais le personnage principal n'est pas assez affirmé et il fait croire à tout le monde qu'il est idiot et complètement fou. Les autres personnages croient vraiment en sa comédie et le prennent vraiment pour quelqu'un d'hystérique. La fin est très prévisible. Alors oui, effectivement, c'est un classique et du coup, tout le monde connaît plus ou moins la fin. Mais on n'a pas forcément tous les détails et même les détails étaient quand même assez prévisibles. La plume de l'auteur est bien évidemment exceptionnelle, mais il n'y a aucun passage qui m'ait vraiment marqué en particulier. J'ai été assez déçue, notamment par la fameuse tirade « Être ou ne pas être » que j'attendais vraiment avec une grande impatience. J'ai quand même envie de lire le maximum des œuvres de Shakespeare, justement grâce à cette plume qui est incroyable. Je pense qu'une intégrale, ça ferait pas mal dans ma bibliothèque. J'ai ensuite lu Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. En toute honnêteté, je pense que cet ouvrage devrait faire l'objet d'une épreuve obligatoire dans le cursus universitaire de toutes les personnes qui se destinent à travailler avec les enfants, quelles qu'elles soient, que ce soit des professeurs, des animateurs, des assistantes sociales, des auxiliaires de vie scolaire, etc. À partir du moment où vous voulez travailler avec les jeunes enfants, je pense que vous devez obligatoirement lire ce livre. Les résultats qui sont obtenus par l'auteur, donc Céline Alvarez, sont absolument incroyables. Et quand je dis incroyable, c'est dans le sens où c'est waouh. Et en même temps, on a du mal à y croire tellement c'est exceptionnel. Et pourtant, la logique de Céline Alvarez est tellement évidente, sa logique est tellement logique qu'on ne peut que croire que les résultats sont ce qu'ils sont. Je vous rappelle rapidement que Céline Alvarez a ouvert une classe de maternelle dans une ville, dans une zone d'éducation prioritaire, ou en tout cas quelque chose comme ça, dans une ville assez difficile, dans un quartier assez difficile, et qu'elle a employé la méthode Montessori, qu'elle a un petit peu arrangé à sa sauce, elle a apporté des éléments nouveaux, et ça lui a permis de suivre cette école maternelle pendant 3 années, me semble-t-il. Et du coup, elle nous fait part un petit peu des résultats qu'elle a observés chez ses jeunes élèves. J'ai été tellement marquée par cette lecture, tellement impressionnée par les résultats, que j'ai déjà regardé autour de moi, dans ma petite ville, quels sont les établissements scolaires qui proposent ce genre de pédagogie. Même si je ne suis pas enceinte, je ne suis pas maman et c'est pas du tout prévu pour l'instant. C'est quand même incroyable que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale ne prennent pas conscience de l'avancée majeure qu'on pourrait faire avec des choses tellement simples. Voilà, je trouve ça vraiment aberrant et je vous invite vraiment à découvrir les propos que tient Céline Alvarez dans son livre parce que c'est vraiment exceptionnel. Je vous présente maintenant Le Zoo de Jean Phillips. Il s'agit ici d'un thriller dans lequel on va suivre une mère et son jeune fils qui sont dans un zoo dans lequel va éclater une fusillade et ils vont devoir se cacher et se protéger pour survivre. La première partie de cette lecture était très intense, j'avais des palpitations, j'avais des sueurs froides, j'étais là, non mais mon Dieu, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit, c'est horrible, ils vont vous trouver. C'était vraiment incroyable et tant qu'ils sont que tous les deux, la mère et son fils, c'était très palpitant.
À partir de la moitié de l'ouvrage, quand ils sont plus tous les deux, quand il y a d'autres personnages qui viennent s'immiscer un petit peu dans le cocon de ces deux personnages, j'ai été déçue. Parce que du coup, le fait qu'ils soient plus nombreux, c'était beaucoup moins intense. La fin est satisfaisante à mon sens. Je vais pas vous dévoiler la fin, évidemment, ce serait vous spoiler et j'ai pas envie de vous faire ça. Je vous invite vraiment à le découvrir si ce que je vous en dis vous intrigue. La fin est satisfaisante donc à mon sens, mais j'aurais aimé qu'on se projette quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, pour voir l'impact qu'ont eu les événements qui se sont déroulés au zoo sur la vie quotidienne des gens qui étaient concernés, des personnes qui avaient de la famille à l'intérieur du zoo, des gens qui ne reverront jamais leurs proches, ou ceux qui miraculeusement les ont retrouvés. Malheureusement, l'auteur a décidé de s'arrêter un petit peu abruptement, à mon sens, à la fin de la fusillade, en fait, la façon dont les choses se sont terminées. Et j'aurais vraiment aimé aller un petit peu plus loin dans le futur pour voir comment on se relève, si jamais on peut se relever d'un tel drame. Je vais vous parler maintenant du premier tome de la série Time Riders de Alex Caro. Dans cette histoire, on va rencontrer 3 personnages qui sont des adolescents qui ont été sauvés au moment de leur mort et qui sont projetés dans une époque autre que la leur. On a notamment un jeune garçon qui a été sauvé du naufrage du Titanic, une jeune fille qui a été sauvée du crash d'un avion et une 3e personne, donc une jeune fille également, qui a été sauvée d'un incendie assez loin dans le futur, me semble-t-il, en 2020 ou 2030, quelque chose. Et tous les 3 vont se retrouver à New York en 2001. Et alors, quand je vous dis ça, New York 2001, enfin, je sais pas vous, mais moi, il y a tout de suite un truc qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai pas compris pourquoi les 2 filles, parce que le garçon venant de 1912, pardon, il pouvait pas savoir évidemment ce qui allait se produire à New York en 2001. Par contre, les 2 filles, elles, étaient au courant. Et moi, ça m'a choquée qu'elles n'aient pas tout de suite fait le lien entre la date à laquelle elles étaient et les événements qui allaient se produire à New York à cette époque. J'ai trouvé cette lecture sympa, mais sans plus, en grosse partie à cause de ce dont je viens de vous parler. C'était bien parti pourtant parce que le sauvetage du garçon sur le Titanic, c'est juste waouh, ça démarre vraiment au quart de tour et c'est tellement horrible la scène qu'on vit. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Alex Caro a écrit des chapitres qui sont très courts et du coup la lecture est très très fluide. C'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette histoire parce que l'époque qu'ils vont visiter, donc ils se retrouvent tous les 3 à New York en 2001, mais c'est pas vraiment New York 2001 la période la plus importante de ce premier tome. Et donc la période qu'ils vont explorer n'est pas forcément une période qui m'intrigue moi personnellement, qui m'intéresse. Je vous laisse deviner et découvrir ce que c'est exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sans explication. Alors effectivement, c'est un livre qui a été écrit pour la jeunesse, mais je pense qu'il s'adresse avant tout aux ados et que les ados ne sont pas idiots et qu'ils ont besoin aussi, comme moi j'en aurais eu besoin, d'informations complémentaires pour vraiment comprendre tout le principe de ces voyages temporels. Je trouve que le scénario est très sympa et qu'il pourrait faire éventuellement une bonne série télé à l'image de Timeless. Malheureusement, j'ai pas été assez touchée par les personnages qu'on va découvrir dans cette histoire et du coup, je pense que je ne lirai pas la suite. Je vous parle maintenant de La vie du bon côté de Keisuke Hada. On m'a vendu cette histoire comme étant une belle histoire d'intergénérationnalité entre un grand-père et son petit-fils qui vont mutuellement se redonner goût à la vie. J'avais envie de lire ça et j'ai été très déçue. Ce titre avait effectivement du potentiel pour être une belle histoire d'intergénérationnalité et ça n'a pas été le cas du tout. Les personnages sont exécrables. Le grand-père répète constamment les mêmes choses et c'est pas du tout parce qu'il est sénile. Il abuse de l'hospitalité de sa fille et de son petit-fils et il leur fait croire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul alors qu'en fait il peut parfaitement se débrouiller. Et de son côté, le petit-fils est superficiel, égoïste et la façon dont il traite sa petite amie est juste horrible. J'ai trouvé que la fin était très abrupte et en gros quand j'ai refermé cet ouvrage, je me suis dit mais tout ça pour ça ? Heureusement, il était très court et c'est ce qui fait que j'ai réussi à le lire en entier. Je pense que sinon je me serais arrêtée avant la moitié. Et le dernier titre que je t'avais pioché dans ma PAL jar pour ce mois de janvier, il s'agissait de Rebecca Keane, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette histoire dans laquelle on va suivre Rebecca Keane, qui est donc une sorcière de guerre, qui cache sa véritable identité pour protéger elle-même et sa fille. Elles vont se retrouver, elles sont en fuite, en fait on ne sait pas trop pourquoi au début, mais l'auteur explique assez bien ce passé dans son premier tome. Elles vont se retrouver dans une petite ville sans histoire apparente, et en fait cette ville est le repère des vampires, des loups-garous, des sorcières et des chamans en tout genre.
Du coup, c'est un petit peu la panique pour Rebecca qui pensait être tranquille alors qu'en fait, pas du tout. Ce livre m'a fait me souvenir que la Beatlit est définitivement mon genre favori de tous les temps et de tous les genres qui existent au monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu tellement longtemps pour m'y remettre, mais en tout cas c'est sûr que je laisserai plus autant de temps avant le prochain livre de ce genre que je lirai. Si la mythologie que Cassandra O'Donnell a mise en place dans son ouvrage n'est pas forcément révolutionnaire et ne va pas casser les codes du genre, elle a le mérite d'être parfaitement maîtrisée. L'auteur a créé un personnage haut en couleur. Rebecca Keane est intelligente, puissante, drôle, indépendante et particulièrement franche. Même les personnages secondaires ne peuvent pas laisser le lecteur indifférent, ils ont chacun leur personnalité qui est vraiment exceptionnelle. Si Rebecca est incroyable à mon sens, j'ai évidemment eu aussi un petit coup de cœur pour Raphaël parce que, je pense que vous le savez maintenant, Les vampires et moi, c'est une grande histoire d'amour. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le passé de Rebecca est assez bien évoqué dans ce premier tome et du coup ça donne vraiment très envie de découvrir la suite. Je vais maintenant passer au titre graphique que j'ai lu en bonus des livres qui étaient dans ma pile à lire. Il va s'agir de livres d'images, de mangas et de bandes dessinées. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous invite à me retrouver à la fin de la vidéo, simplement pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Pour ce qui reste, je vous présente maintenant le deuxième tome de la série Trappeur de rien, qui s'intitule Le Vieux Fou, et c'est écrit par Thomas Priou et Johan Corgier. J'aime beaucoup cette petite bande dessinée qui a un format à l'italienne. On va découvrir ici 3 amis qui sont des animaux. Je trouve que les dessins et les couleurs sont vraiment magnifiques, et ce qui me plaît beaucoup dans cette bande dessinée, c'est le contraste entre la façon dont les personnages sont représentés. Ce sont des animaux qui sont relativement petits et qui ont l'air relativement jeunes, et pourtant leur comportement et leurs actions sont plus des comportements d'adultes. Je trouve que ce décalage est assez original et plutôt chouette. À mon avis, l'introduction de nouveaux personnages dans ce second tome n'était pas forcément nécessaire puisque les aventures des 3 personnages entre eux et leurs activités suffisent à la bande dessinée pour moi. C'est très court, il y a très peu de texte, mais c'est bourré d'humour, les enfants vont se régaler et les parents se retrouvent également à l'intérieur. Je vous parle maintenant du 3e volume des Comptines Malfaisantes de Guillaume Bianco. Évidemment, comme pour les précédents ouvrages de l'univers de Billy Brouillard de Guillaume Bianco, il s'agit d'un coup de cœur. Une fois encore, l'auteur nous montre son talent incroyable tant au niveau des textes que des illustrations. Il y a beaucoup d'humour, même si c'est souvent de l'humour noir. C'est morbide, mais malgré tout, c'est magnifique. Le thème principal qui est abordé ici, ce sont les chats, et toutes les histoires que Guillaume Bianco nous présente sont mignonnes et touchantes. C'est également très instructif puisque même si les informations que donne Guillaume Bianco tout au long de l'ouvrage sont pour la plupart connues de tous, j'ai appris que l'eau minérale était toxique pour les chats et je ne savais pas. Évidemment, on ne peut que avoir envie d'avoir son propre animal de compagnie, son propre chat à la maison, mais je me retiens puisque je sais que de toute façon, mon chéri ne serait pas d'accord dans un premier temps et que ensuite, c'est tout simplement trop douloureux, c'est toujours un déchirement quand il s'en va. J'ai enchaîné cette lecture avec le second tome de l'encyclopédie Curieuse et Bizarre par Billy Brouillard, toujours de Guillaume Bianco, et là encore le thème c'était les chats. Je vais pas vous refaire exactement la même critique, mais je pense exactement la même chose que pour les Comptines Malfaisantes, avec un petit bonus pour ce tome, puisque Guillaume Bianco partage ici la genèse de Billy Brouillard, à savoir comment le personnage que nous connaissons tous est devenu ce qu'il est, et surtout, comment il a obtenu le don de trouble vue. J'ai profité du mois de janvier pour continuer la série He is the Beast avec les tomes 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9, 10 et 11. Ce shoujo est génial, c'est un schéma classique, un garçon et une fille qui vont rentrer chez eux le soir et découvrir qu'ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais comme ils sont de la même famille, même s'ils ne sont pas du même sang, leur relation va être un petit peu compliquée. La relation entre les 2 personnages principaux est absolument mignonne et parfois cruelle. Les personnages secondaires sont vraiment très secondaires. On se concentre principalement sur le garçon et la fille, même s'il y a 2 personnages qui sont des garçons qui interviennent plutôt régulièrement dans l'histoire et que je ne peux supporter ni l'un ni l'autre puisqu'ils sont responsables d'une sorte de triangle amoureux, et vous savez que les triangles amoureux, je déteste ça. On a un rebondissement à la fin du tome 11 et étant donné qu'il ne reste que 2 tomes avant la fin, j'ai très hâte de voir ce que va nous réserver l'auteur. Je vous parle maintenant de La Guerre des Automates, le tome 10 de la série Princesse Sarah de Audrey Alouette, Nora Moretti et Marina Duclos. La bande dessinée Princesse Sarah est la réécriture totalement réinventée de La Petite Princesse de Frances Hudson Burnett. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur, désolée si je me suis un petit peu trompée. C'est une histoire que j'appréciais énormément quand j'étais enfant. J'ai vu le film La Petite Princesse
plusieurs fois, alors je pourrais pas vous dire, mais des dizaines de fois, c'est sûr. Cette réécriture est absolument somptueuse. Les couleurs, les dessins, les textes, tout est parfait. L'histoire est vraiment magistralement revisitée avec cet univers steampunk que j'aime vraiment beaucoup. Le scénario est plein de romance, de suspense et d'aventure. C'est tout simplement magnifique. Et en plus, on a un cliffhanger à la fin du tome 10. Vivement la suite. T'es belle et tu sens bon, c'est le titre du deuxième tome de la bande dessinée Lila de Séverine Delacroix et Pauline Roland. Dans cette bande dessinée, on va suivre Lila, qui est donc une jeune fille qui a une douzaine d'années, me semble-t-il, et qui commence à devenir une femme. Elle est en pleine puberté. C'est le sujet qu'ont décidé d'aborder les auteurs. Je trouve que les dessins sont sympas, c'est très coloré et bourré d'humour. Le sujet de la puberté est abordé par les auteurs avec beaucoup d'intelligence. Il y a même des pages documentaires pour expliquer concrètement comment ça se passe. Ici, Séverine et Pauline ont décidé d'aborder 3 thèmes plus particulièrement: le maquillage, les poils et les concours de minimis. Il n'y a jamais de critique, c'est une simple exposition des faits et je trouve que c'est vraiment très très bien. Le seul conseil qui ressort de cette bande dessinée, c'est faites ce que vous voulez, soyez vous-même. Je trouve ça vraiment très intelligent et j'espère qu'un maximum de personnes pourra découvrir cette bande dessinée. Je vous parle maintenant du diptyque Living in a Happy World de Maki Uzami. On va découvrir ici une jeune fille d'une bonne famille qui passe ses vacances dans une station de ski, dans une station de sport d'hiver suite à une déception amoureuse et qui va tomber amoureuse de son professeur de ski. J'ai trouvé que la relation entre l'homme et la jeune fille était mignonne, même si le personnage féminin est quand même assez fade. J'ai été assez surprise par un sujet difficile qui est abordé et pour lequel il n'y avait pas d'avertissement en fait. Je m'attendais pas du tout à voir ce sujet apparaître ici. D'ailleurs, le sujet dont je vous parle, je vais pas vous le dévoiler parce que je veux pas vous spoiler, mais il est jamais clairement abordé. On se doute un petit peu de ce qui s'est passé, mais on ne peut que l'imaginer puisqu'il n'y a pas vraiment de mots qui sont mis dessus et je trouve ça dommage. La fin était prévisible et le comportement de certains personnages n'est pas du tout expliqué. Je trouve que ça manque de clarté. Je vous parle maintenant de Raison et Sentiments de Potse et Stacy King, d'après l'histoire de Jane Austen. Raison et Sentiments, c'est l'histoire de la famille Dashwood, donc une mère et ses 3 filles. La mère vient de perdre son mari et c'était un remariage en fait. Donc le père avait déjà un premier fils qui, comme le veut l'époque et les traditions, va hériter de toute la fortune. Ce fils est marié avec une femme qui est une vraie peau de vache et en fait les 3 filles et leur mère vont devoir partir à la campagne pour habiter dans une maison beaucoup moins grande, plutôt dans un cottage que dans le manoir magnifique dans lequel elles vivaient, puisque c'est le fils et sa femme qui vont hériter de la maison et elles sont pas mises à la porte, mais on leur fait comprendre qu'elles ne sont pas forcément les bienvenues ici. Surtout la femme d'ailleurs de leur demi-frère en fait. Et en gros on va suivre les aventures de Marianne et Elinor Dashwood qui sont les 2 plus âgées des filles Dashwood et qui vont toutes les 2 tomber amoureuses. On va suivre un petit peu ces histoires de romance impossible, oui et non. Je vous laisserai découvrir l'histoire si vous ne la connaissez pas. Cette histoire est une de mes préférées de Jane Austen et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet ouvrage qui, à mon sens, est d'une fidélité incroyable. Compte tenu du peu de mots qui sont présents dans l'ouvrage, je veux dire c'est un manga donc forcément il n'y a pas beaucoup de texte, mais les illustrations font que tout est très vivant et surtout les illustrations sont très parlantes. Je pense que c'est un excellent moyen de faire découvrir ou redécouvrir l'histoire à ceux qui n'auraient pas forcément le courage de se lancer dans le roman. Franchement, foncez, c'est vraiment exceptionnel. Et chez le même éditeur, dans la même collection, je vous présente Jane Eyre de Tsuneko Lee et Crystal S. Chan, d'après l'histoire de Charlotte Brontë. Idem que pour Raison et Sentiments, c'est d'une fidélité incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Donc je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit sur Raison et Sentiments, je pense exactement la même chose pour ce tome de Jane Eyre. Pour vous situer l'histoire, on va rencontrer donc Jane Eyre, qui est une jeune fille qui est orpheline en fait, et qui se retrouve élevée par sa tante qui la déteste et la méprise. Elle va être envoyée dans une institution qui est une école gérée par un pasteur, me semble-t-il, qui n'est pas très sympathique. Et en fait, elle va vivre là-bas et elle est assez discrète. Et le jour où elle peut prendre son indépendance, elle va postuler, elle va envoyer une petite annonce dans un journal pour devenir institutrice. Et elle va du coup travailler au manoir de Thornfield et elle va rencontrer Monsieur Rochester, qui est donc le propriétaire du manoir. Et va commencer une histoire un petit peu ambiguë entre les deux. Je vous laisse découvrir exactement de quoi il en retourne parce que je peux pas trop vous en dire, sinon ce serait carrément vous spoiler et je trouverais ça dommage. Je vous laisse découvrir l'histoire, en tout cas c'est vraiment génial. Comme pour Raison et Sentiments, si vous n'avez pas le courage de lire le roman,
foncez sur le manga. Je vais vous parler rapidement du premier tome de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Chaque année, il y a 3 challenges de livres addicts que j'essaie de faire en entier. Le Baby Challenge manga, le Baby Challenge bande dessinée et le Baby Challenge livre d'images, puisque ce sont des lectures qui se font très très rapidement et en général j'en ai pas forcément beaucoup à lire dans l'année, puisque l'année précédente j'ai terminé le challenge. Le premier tome de My Hero Academia faisait partie de ce challenge et ça a été un abandon pour moi. On va suivre ici les aventures d'un jeune garçon qui vit dans une époque où les super-héros sont la norme et qui veut devenir lui-même un super-héros alors qu'il n'a pas de pouvoir. En gros c'est ça, hein. Le pitch, je vous fais pas non plus la totale puisque de toute façon je ne l'ai pas fini, je n'ai pas aimé cette histoire. C'est pas un genre de manga qui me plaît. J'ai pas accroché au dessin, j'ai pas accroché à l'histoire. Je vais pas m'attarder dessus, mais si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus. Pour moi, ça l'a pas fait. Et il en a malheureusement été de même pour le premier tome de Berserk de Kentaro Miura, que j'avais également tenté pour le Baby Challenge manga de Livre Addict et que j'ai aussi abandonné. L'univers me plaisait un peu plus, on était un peu dans du fantasy médiéval. Les dessins sont très classiques, c'est des dessins classiques de l'époque, on va dire. L'univers me plaisait donc un peu plus, il y avait une histoire de fées, de créatures un peu comme ça fantastiques. Malheureusement, même si cet univers était plus intéressant et peut-être un peu plus fouillé que celui de My Hero Academia, j'ai trouvé ça tellement violent qu'à un moment j'ai juste dit stop, c'est bon, je peux plus. Si je continue cette lecture, je vais devoir apporter un seau à côté de moi pour vomir, donc c'est pas la peine de me rendre malade. Malgré ça, si vous avez quand même envie de découvrir Berserk, je sais parfaitement que ce ne sera pas grâce à mon avis, mais n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur cette histoire. Je vous présente maintenant le premier tome de la série Timeless Romance de Saki Aikawa. Saki Aikawa, c'est également l'auteur de Is the Beast dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. J'ai très envie de découvrir les précédentes et les futures publications de cet auteur parce que son style me plaît vraiment beaucoup. Dans Timeless Romance, on va rencontrer une jeune fille qui est sur le point d'avouer ses sentiments à son meilleur ami, sauf qu'au moment où elle va le faire, elle est propulsée plusieurs siècles, je crois, en arrière, et elle va se retrouver dans la peau d'une princesse dont la famille combat les démons. En gros, c'est ça. J'ai bien aimé ce premier tome, même si je trouve qu'il y a quelques éléments qui manquent pour la compréhension. Après, c'est un premier tome, donc on peut pas non plus trop en demander pour un manga. Les dessins sont géniaux, forcément, je les aime aussi beaucoup, puisque c'est la même personne que pour Is the Beast. Le scénario est très intéressant, mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Du coup, peut-être que le tome 2 apportera ces réponses. J'ai quelques idées pour la suite, mais je préfère pas trop m'avancer, puisque c'est tellement obscur que je ne peux être sûre de rien. En tout cas, j'attends le tome 2 avec impatience. En janvier, j'ai continué la saga Love Baka de Shushushu Sakurai. Je vous présente aujourd'hui le tome 2. Le tome 3 étant le dernier, je devrais pouvoir me le procurer prochainement parce que je crois qu'il est sorti il y a peu de temps. J'avais moyennement apprécié le tome 1 et je l'avais lu en octobre, je crois, donc il s'est passé quand même un certain temps avant que je me replonge dans cette histoire dans laquelle on va suivre une mangaka qui n'est pas forcément très très connue, qui est un vrai cœur d'artichaut et qui va rencontrer son nouveau responsable éditorial et qui va forcément tomber amoureuse de lui et de tous les personnages masculins qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce manga. Comme je vous l'ai dit, le premier tome m'avait pas laissé un souvenir impérissable et j'avais pas forcément adoré ma lecture, c'était sympa sans plus. Idem pour ce tome 2. C'est pas extraordinaire, je trouve que l'humour est assez lourd et le personnage féminin est franchement mais pathétique. Comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie, donc j'en suis au tome 2, j'ai terminé le tome 2, donc j'ai quand même envie de connaître la fin, surtout pour le personnage principal masculin. Mais une fois que j'aurai terminé la trilogie, je pense pas que je garderai ces ouvrages dans ma bibliothèque. Je vous présente maintenant le tome 4 de La Maison du Soleil de Taamo. Dans cette histoire, je vous rappelle qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mao, je crois. Oui, c'est ça, Mao, qui a décidé de quitter le domicile familial puisque son père s'est remarié et qu'elle s'entend pas forcément beaucoup avec sa nouvelle famille. Et elle va vivre chez un garçon qui s'appelle Hiro et qui était son voisin quand ils étaient enfants. Et en fait, elle est amoureuse de Hiro, elle va tomber amoureuse de lui. Et j'ai bien aimé ce tome parce qu'on a une incursion dans le passé du père. En fait, on découvre comment son père a rencontré sa mère, donc les parents de Mao. Et je trouve que ça donne un éclairage nouveau sur la situation familiale de cette famille, tout simplement. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Hiro dévoile peu à peu ses sentiments tout en les cachant
à son entourage parce qu'il a promis au père de Mao de la protéger et il considère qu'il ne peut pas lui avouer ses sentiments puisqu'il est là pour la protéger et pas forcément pour être son petit ami ou l'aimer de la façon dont il aimerait l'aimer. Je trouve que Daiki, c'est le personnage c'est le petit frère en fait de Hiro. C'est un personnage assez intéressant, mais je sens se profiler le triangle amoureux et comme vous le savez maintenant, je déteste ça. Du coup, à voir comment l'auteur va amener la chose dans les tomes suivants. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et je termine cette update lecture du mois de janvier avec un classique de la littérature qui a été réadapté en manga. Je vous présente Les Liaisons Dangereuses, l'intégrale donc du Vicomte de Valmont, qui ont été adaptés par Shio Saito d'après l'œuvre de Pierre, je crois que c'est ça son prénom, Coderlo de Laclos. Alors je n'ai jamais lu Les Liaisons Dangereuses, donc je ne peux pas vous dire si l'histoire qui est écrite dans le manga est vraiment fidèle à l'original. En tout cas, dans cette histoire, on va rencontrer une aristocrate qui est amante avec un aristocrate qui lui est un véritable coureur de jupons, c'est un don Juan. Tout le monde le sait, il couche avec la plupart des femmes de la noblesse, qu'elles soient mariées ou pas, célibataires ou pas, il s'en fiche complètement. Il couche avec et ensuite il les jette. Et il est donc, il a également une relation avec donc une autre aristocrate qui elle est veuve. Par contre elle, personne ne sait qu'elle est un peu aussi comme ça. Elle réussit à cacher cet aspect de sa personnalité à tout le monde. Et en fait, ils vont se lancer un défi entre eux. Lui, donc le vicomte de Valmont, va devoir séduire une jeune fille qui est sur le point de se marier avec un militaire, je ne me souviens plus de son grade exactement, colonel peut-être. Mais il va devoir la séduire et donc la dépuceler avant son mariage. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Va y avoir des rebondissements, je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas l'histoire. Pour que vous le sachiez, l'œuvre originale est un roman épistolaire, donc on se concentre principalement sur la correspondance entre les deux aristocrates, donc la femme et l'homme, le vicomte de Valmont. Du coup, même si je n'avais pas lu le roman d'origine, je connaissais un peu l'histoire et je savais surtout que c'était un roman épistolaire et j'avais envie de retrouver cet aspect dans le manga puisque c'est quand même la particularité principale de l'œuvre d'origine. Et j'ai été comblée. Alors évidemment, on n'a pas les lettres écrites en entier dans le manga, mais je vous laisse découvrir. Toutes les bulles qui sont rectangulaires, c'est des passages des lettres qu'il s'envoie, donc tout ce qui est ici. Et les bulles rondes, ce sont des dialogues. Donc j'ai quand même vachement apprécié de retrouver l'aspect lettres et correspondance écrite. Comme je vous l'ai dit, n'ayant pas lu l'œuvre originale, je ne peux pas vous parler vraiment de fidélité. Mais je trouve que Shio Saito a réussi à transcrire les sentiments des personnages et la tension. Et dès la première page, on sent le drame se profiler. C'était vraiment intense et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Les dessins et le texte sont sublimes. Comme pour Jane Eyre et Raison et Sentiments, je ne peux que vous inviter à découvrir cette œuvre si vous ne l'avez pas commencé en version roman. Et même si vous avez lu la version roman, ça peut être un bon comparatif. Pour les personnes qui n'ont pas le courage de découvrir la version originale, qui fait quand même presque 550 pages, quelque chose comme ça, plongez-vous là-dedans. Alors, il fait presque 400 pages, donc forcément, c'est pas beaucoup moins long, mais il y a quand même beaucoup plus d'images que de textes. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Cette histoire est vraiment sublime, c'est beau, c'est dramatique et je vous invite vraiment à la découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez déjà vu certains et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!